Les connaissances scientifiques sur la douleur ont énormément évolué ces 10 dernières années, mais malheureusement, elles sont encore très peu accessibles au grand public. À travers ces vidéos, notre objectif est de vous offrir l'opportunité d'avoir accès à un condensé d'informations et d'outils scientifiques les plus récents pour gérer vos douleurs. Notre mission est de vous aider à gagner en autonomie dans la gestion de vos douleurs pour retrouver une bonne qualité de vie. Toutes les informations que nous allons vous transmettre ici proviennent du Sommet européen de la douleur de novembre 2021. Et dans ce sommet, les meilleurs chercheurs internationaux de la douleur présentaient chacun les dernières recherches dans leur domaine de prédilection. Les chercheurs ont commencé les sommets en rappelant que la douleur était un phénomène complexe qui pouvait entraîner des souffrances allant au-delà de la douleur physique et qui était donc essentiel de prendre en compte l'ensemble du problème et pas uniquement la douleur. Ce qui implique que les thérapeutes devraient travailler en équipe. Et c'est la raison pour laquelle nous avons décidé d'unir nos forces pour vous présenter deux points de vue complémentaires sur la douleur. C'est ce que nous allons essayer de faire ensemble. Lucie et Jérémy, psychologues cliniciens et kinésithérapeutes spécialisés dans la gestion de la douleur persistante. Alors bien évidemment, les informations que nous partageons ici ne sont qu'un point de vue, celui de la science, et il existe plein d'autres points de vue pour expliquer et gérer les douleurs. Le plus important pour nous, c'est que vous trouviez finalement ce qui vous convient le mieux, et on vous demande donc de ne prendre que ce qui vous parle et de laisser le reste de côté. Pour rappel, ces échanges ont une visée éducative uniquement et ne sont pas destinés à être utilisés comme des conseils médicaux personnalisés. Si vous avez des douleurs qui persistent, consultez un professionnel de la santé. Alors, il y a autre chose qui permet de faciliter un peu cette communication, c'est d'évaluer la douleur. Et pour ça, on a différents outils. Alors, évaluer la douleur, ça permet, c'est utile pour le thérapeute, bien entendu, mais c'est aussi utile pour la personne qui est en souffrance. Et c'est des outils que la personne en souffrance peut utiliser elle-même pour, euh, pour s'auto-évaluer et voir, entre autres, la progression dans laquelle elle se trouve. Et donc, globalement, évaluer la douleur, ça va permettre trois choses. Ça va permettre d'objectiver l'état dans lequel on se trouve et donc de comprendre finalement les différents facteurs qui contribuent à nos douleurs. Grosso modo, c'est faire le point. La deuxième chose, c'est que ça va permettre de déterminer quels sont les objectifs que l'on souhaite atteindre. Parce qu'à partir du moment où on a fait un bilan initial, bah, on peut plus facilement se dire, OK, à partir de ça, par exemple, à partir du fait que je sais que je peux faire 3000 pas sans avoir de douleur, eh bien, je vais me fixer d'ici 3 mois d'être capable de faire 5000 pas. Donc, le deuxième point, c'est de pouvoir déterminer les objectifs clairs, smart, qu'on peut mettre en place. Et la troisième chose que ça permet, le fait d'évaluer ces douleurs, c'est de rester motivé sur ce chemin de rétablissement. Parce que c'est un chemin qui est sinueux, c'est un chemin qui est long, où on peut être un peu seul parfois. Et donc, c'est important d'avoir vraiment des étapes, un peu des checkpoints pour se dire, OK, bah, là, je peux fêter un peu cette petite victoire, par exemple, d'avoir mieux dormi, d'avoir su dormir 8 heures sans me réveiller, alors que d'habitude, je peux dormir sur une nuit, je peux dormir uniquement 4 heures de façon complètement entrecoupée, et je me réveille, je suis fatigué le matin. Donc voilà, ça permet ces trois choses-là. Ce qui est important aussi à préciser, et ce qu'ils expliquaient dans le sommet sur la douleur, c'est que on n'évalue pas uniquement la douleur. On pense souvent que dans ce milieu, vu qu'on se concentre sur la douleur, on n'évalue que la douleur. Et l'évaluation classique, c'est l'EVA, donc l'échelle visuelle analogue, de 0 à 10, à combien vous avez mal. Et l'évaluation, le bilan dans le cas des douleurs chroniques, dans le cas des douleurs persistantes, est beaucoup plus large que ça. Pourquoi? Parce que la douleur, elle est complexe et qu'il n'y a pas uniquement de la douleur. Il y a aussi l'impact des douleurs sur tout le reste de notre quotidien. Et ça peut prendre différentes formes en fonction de la situation dans laquelle on se trouve. Chez certains, ça va beaucoup impacter les activités physiques.
Chez d'autres, ça va beaucoup impacter les activités sociales. Chez d'autres, ça va beaucoup impacter les activités professionnelles. Et donc, c'est important de pouvoir évaluer ces différents points. Et globalement, en fait, on s'intéresse surtout à ces impacts-là. On s'intéresse surtout à comment est-ce qu'on arrive à fonctionner dans notre vie quotidienne, les capacités que l'on a à mener finalement la vie que l'on souhaite mener. Et c'est surtout ça qu'on évalue plus que la douleur en elle-même. Même si, bien sûr, on passe par l'évaluation de la douleur, mais c'est surtout l'impact de la douleur sur la vie qui va être intéressante. Et donc, pour évaluer ça, en fait, on a globalement deux types de mesures. On a les mesures subjectives et on a les mesures objectives. Alors, les deux sont très intéressantes. Elles vont toutes les deux nous apporter des avantages. Les mesures subjectives, c'est les résultats rapportés par le patient. C'est les préférences du patient. Et donc ça va se faire, par exemple, à l'oral, avec ce qu'on appelle l'anamnèse. C'est le fait de discuter avec le patient pour comprendre sa situation. Donc, on lui pose tout un tas de questions pour comprendre ses symptômes, comprendre les problèmes qu'il rencontre, les solutions qu'il a déjà testées, celles qui ont fonctionné, celles qui n'ont pas fonctionné, les objectifs qu'il a, les attentes qu'il a vis-à-vis de nous. Tout ça, c'est dans l'anamnèse, donc c'est vraiment des mesures subjectives à l'oral. On peut avoir l'observation, comme le disait Lucia tout à l'heure, le fait d'observer quelqu'un, ses mimiques, etc. Donc, en tant que patient, il faut être conscient que si on fait certains gestes, certaines mimiques, ça peut donner des informations au thérapeute qui se trouve en face. Alors, autre chose que moi j'utilise beaucoup, c'est des questionnaires qui sont validés. Donc, il y a tout un tas de questionnaires qui ont été validés scientifiquement parce qu'il y a eu des recherches qui ont été faites dessus. Et il y a des questionnaires sur tout un tas de sujets différents. Il peut y avoir des questionnaires spécifiques à la douleur et puis des questionnaires qui sont sur plus des problèmes annexes, comme ceux dont on va parler après, la peur de la douleur ou la peur de certaines activités, certains mouvements. Donc, moi, des questionnaires que j'utilise beaucoup et ceux qu'on utilise dans l'accompagnement Éclore, ça va être l'inventaire de sensibilisation centrale pour savoir de quel type de douleur on souffre. Est-ce que c'est plutôt une douleur nociceptive, une douleur neuropathique ou une douleur nociplastique? Cet inventaire de sensibilisation centrale permet vraiment de comprendre s'il y a présence de douleur nociplastique et ça va du coup nous permettre de savoir quel type de traitement on va faire. Un autre questionnaire qu'on utilise, c'est le Tampa Scale of Kinesiophobia. Donc, essayer de comprendre s'il y a une peur de certaines activités, une peur de certains mouvements ou une appréhension. Après, on va également évaluer ce qu'on appelle le catastrophisme. Donc ça peut prendre différentes formes, mais c'est par exemple le fait de ne pas avoir beaucoup d'espoir sur notre capacité à nous rétablir, à aller mieux dans notre vie. Voilà, donc il y a tout un tas de questionnaires différents qui existent et qui sont validés scientifiquement et qui nous permettent à la fin, en répondant aux différentes questions qui sont présentes, d'avoir un score et d'avoir un peu une mesure qui est certes subjective, puisque c'est nous qui remplissons les questionnaires, mais qui permet de savoir s'il y a présence ou pas de certaines difficultés sur lesquelles on peut travailler avec des thérapeutes. Et bien sûr, il y a dans les mesures subjectives, pour terminer, il y a l'échelle visuelle analogue dont je parlais déjà tout à l'heure, qui est le classique de 0 à 10, à combien est-ce qu'on a mal. Alors moi, personnellement, ce que j'utilise, c'est plutôt l'échelle de confort. Donc 0, c'est pas du tout confortable, 10, c'est le confort maximal. Pourquoi? Parce que je préfère me concentrer sur le confort plutôt que sur la douleur. J'ai remarqué que ça changeait déjà énormément chez mes patients, même sur moi.
c'est impressionnant le fait de shifter comme ça, de se concentrer plus sur le confort que sur la douleur. Côté pour les positives. Oui, ouais. Donc voilà. Ça, c'est sur les mesures subjectives. Oui, dis-moi. Oui, comment après peut-être tu n'as pas fini, mais comment tu utilises ces tests, ces échelles? Tu les fais au début, quand tu vois la personne pour la première fois, et après tu les repasses plusieurs fois pour voir l'évolution et que la personne aussi objectivement voit qu'il y a un progrès, un changement dans ces niveaux de tout, on peut évaluer. Ouais, c'est une très bonne question. Ouais. Alors, ce que je fais généralement, que ce soit en pratique de kiné ou dans l'accompagnement éclore, ce qu'on a fait avec Marion, c'est un bilan initial et un bilan final. Et donc, on voit l'évolution avant-après. Maintenant, la différence entre ce qu'on a mis en place dans l'accompagnement éclore et dans notre pratique de kiné, c'est que dans la pratique de kiné, forcément, on individualise et donc on regarde en fonction de l'anamnèse, donc en fonction de l'entretien qu'on a eu initialement avec le patient. On sait déjà, on s'est imaginé qu'il y a peut-être telle ou telle difficulté que rencontre le patient. Et donc, pour être certain, on va donner un questionnaire et comme ça, on a un score objectif qui nous permet de savoir si oui ou non il y a réellement cette difficulté qui est rencontrée. Donc voilà. Et l'autre chose, c'est que ça permet, ces questionnaires aussi, d'avoir une discussion avec le patient, de pouvoir mieux comprendre. Donc, une fois qu'on reçoit le questionnaire et le questionnaire rempli du patient et ce qu'il a coché, on peut revenir dessus avec le patient et vraiment discuter là-dessus avec le patient sur les différents points pour essayer de mieux comprendre. Et parfois, il y a des choses qui nous échappent dans l'anamnèse, dans le fait dans l'entretien initial du patient. Et donc, ces questionnaires permettent d'approfondir dans ce cas-là. Donc, oui, pour répondre à ta question. Aussi, je trouve qu'ils sont aussi intéressants par rapport, comme tu dis, au fait que la personne prenne conscience en fait, et qu'il n'y a pas seulement la douleur qui est le problème, mais que la douleur impacte sur plein de choses et que la douleur peut amener à une dépression, peut amener à un taux d'anxiété plus élevé, qui peut amener justement à une kinésiophobie, qui peut amener à troubles du sommeil. Ou à plein d'autres choses dont il n'est pas vraiment, parce que la personne il vit dans son quotidien, dans sa difficulté, et peut-être quand on s'arrête et qu'on regarde de façon objective avec ces tests, on peut, comme tu dis, après analyser, non, et la personne se dit waouh, cette phrase-là, est-ce que j'ai ah oui, bah oui, et beaucoup, et souvent, et je ne m'étais pas rendu compte que je dormais si mal finalement, parce que finalement je dors mal, ou je ne me rendais pas compte que j'évitais autant de choses, autant de situations, autant des choses de la vie quotidienne qui pour moi c'est devenu normal d'éviter, mais maintenant je me rends compte que c'est beaucoup. Donc il y a des prises de conscience, non, par rapport à la douleur et tout ce que la douleur, comment ça impacte dans plein de facettes, non, de la vie. Ouais. Tout à fait. Ça permet parfois de mettre vraiment en lumière des difficultés auxquelles on ne s'imaginait pas du tout. Ouais. C'est très juste. Donc, tout ça, c'est pour les mesures subjectives. Après, on a les mesures qui sont plus objectives. Les questionnaires dont on parlait tout à l'heure, ils sont un peu entre les deux, hein, forcément. Mais là, vraiment, les mesures objectives, on a des tests de seuil et de tolérance à la douleur. Ça, c'est quelque chose que je n'utilise pas vraiment en clinique. C'est assez rare de l'utiliser en clinique. Ça s'utilise plutôt en recherche. Mais c'est intéressant parfois de le faire. C'est par exemple de placer sa main dans de l'eau glacée et mesurer combien de temps, au bout de combien de temps, on commence à ressentir de la douleur. Ça, c'est le seuil de la douleur. Et ensuite, on peut garder encore la main dans l'eau froide jusqu'à un certain seuil de tolérance à la douleur où on va, dans ces cas-là, enlever la main parce qu'on ne peut plus tolérer la douleur. Donc ça permet un peu d'évaluer où on en est dans le seuil de la douleur et la tolérance à la douleur. Ce qu'on voit généralement dans le cas des douleurs qui persistent, c'est que le seuil de la douleur est diminué, c'est-à-dire qu'on va plus rapidement sentir la douleur,
Par contre, souvent, c'est des gens, quand on a des douleurs qui persistent, généralement, on est très tolérant à la douleur parce qu'on vit avec la douleur quasi tous les jours ou tous les jours. Et donc, en fait, on tolère très bien la douleur. Et par contre, le seuil de la douleur, souvent, est plus bas. Un autre type de mesure objective qu'on peut prendre, c'est des tests spécifiques. Alors, en kiné, on en a tout un tas, des tests neuro, des tests de force, des tests de souplesse. Voilà, tout ça, ça permet un peu d'essayer de comprendre d'où peut provenir la douleur ou simplement de comprendre aussi l'évolution. Donc, par exemple, est-ce qu'on est capable de faire 10 squats alors qu'au début, on n'était même pas capable d'en faire un. Donc, voilà. On a, dans les mesures objectives, on a aussi les prises de sang qui peuvent être intéressantes dans certains cas. On peut prendre, ça c'est très utile pour voir la progression, c'est le nombre de pas qu'on fait. On peut aussi regarder la durée de l'activité qu'on fait. On peut prendre le rythme cardiaque et voir l'évolution du rythme cardiaque au J1 de notre entraînement et au J60 de notre entraînement. Ça permet vraiment aussi de nous motiver à se dire, OK, il y a vraiment une évolution. Mon rythme cardiaque est peut-être à la même, à la même fréquence de battements par minute, mais pourtant, je fais une activité qui est beaucoup plus intense qu'il y a 60 jours. Donc, ça peut être une mesure objective intéressante à prendre. Et il y en a une qui fonctionne très très bien aussi, qui est la variabilité de la fréquence cardiaque, dont je n'ai pas encore beaucoup parlé, mais qui est très très efficace pour mesurer l'état de notre système nerveux autonome, qui est en lien avec notre système de la douleur. Et ça permet, si on le fait tous les jours, de savoir, OK, aujourd'hui, je dois plus me reposer, je dois être un peu plus au calme, ou au contraire, aujourd'hui, mon système nerveux autonome, il est plutôt en forme, donc je peux pousser un petit peu plus sur mon entraînement sans risquer d'avoir trop de conséquences derrière en termes de douleur. Bon, voilà. Il existe. Ouais, c'est très intéressant cette mesure objective. Donc, il existe plein de mesures objectives, mais l'idée, c'est soit de comprendre la douleur, soit d'avoir quelque chose sur lequel on se base pour voir son évolution dans son parcours de rétablissement. Pour résumer, on a donc ces mesures subjectives et ces mesures objectives, et idéalement, il faudrait faire, en tant que thérapeute, il faudrait faire un mixte entre les deux, parce qu'ils présentent tous les deux des avantages. Et vous aurez remarqué également qu'on n'a pas parlé d'imagerie. Pourquoi? Parce qu'on dit qu'il n'y a pas de corrélation radioclinique. Ça signifie que ce n'est pas parce qu'il y a quelque chose qui est présent sur la radio ou sur l'imagerie globalement, l'IRM, le scanner, que ça explique forcément nos douleurs. Dans certains cas, il n'y a rien sur les imageries et pourtant, il y a des douleurs. Par exemple, le cas des douleurs du membre fantôme, le membre n'est même plus présent, donc il ne serait pas du tout présent sur l'imagerie et pourtant la douleur est bien présente. Et je voulais avoir du coup un peu ton avis là-dessus, Lucia, toi, en tant que psy, qu'est-ce que tu utilises comme mesure pour essayer de comprendre la douleur de tes patients? Moi, je suis fan de l'entretien. Comme outil principal d'évaluation, pour moi, c'est dans l'entretien où il y a plein de choses, tout se passe. Et du coup, j'ai fait tout au début, les premiers rendez-vous, un entretien en amnèse très, très, très longue et très, très complète. On va parler vraiment de toute l'histoire de la personne, au niveau antécédents médicaux, trauma, intervention chirurgicale, même des problèmes de la famille, s'il y a des problèmes de douleurs persistantes dans les membres de la famille. Où on va voir la douleur, comment elle a évolué, ce qu'il a fait la personne pour essayer de soulager ou de traiter ses douleurs, ce qui a marché, ce qui n'a pas marché. Enfin, on va aller vraiment des plus éloignés vers les plus pressants. Et après, évidemment, on va voir les intensités des douleurs. Mais pour moi, finalement, ce qui m'intéresse, c'est l'intensité de la douleur dans la journée ou vraiment pressant.
Et évidemment, et après, ce qui m'intéresse aussi, c'est, je fais beaucoup l'échelle numérique, hein, et 0 à 10, ce qui est, voilà, pour moi, pas non plus très parlant. Et des fois, les personnes ont du mal à mettre un chiffre, hein. C'est compliqué des fois de dire Mm. combien, à moins que ça soit complètement insupportable. Donc, c'est 10 ou pas Mm. du tout, ce qui est rare, 0. C'est très compliqué. Donc, Mm. bon, on reste beaucoup dans ce qui, dans l'entretien et dans les ressentis de la douleur. Et après, moi, je vais plus utiliser des échelles pour mesurer des comorbidités à la douleur. Donc, comme tu as déjà parlé, pour l'anxiété, la dépression, les troubles du sommeil, donc, je vais utiliser, voilà, des échelles, l'HD pour l'anxiété et la dépression, la BDI pour les becs pour la dépression, Mm. ou les STIFA. Je vais utiliser des échelles plus classiques pour mesurer un peu si j'ai des doutes. Parce que des fois, il n'y a pas beaucoup de doutes. Des fois, la personne se montre et on ressent quand même qu'il y a à manquer vraiment. Bon, je ne veux pas me mettre à faire beaucoup d'échelles si vraiment je vois que la personne, parce que des fois, la personne, elle dit, elle communique, je suis déprimée, je ne fais plus rien, je reste allongée toute la journée, voilà. Donc, on va décider de ça. Donc, pour moi, savoir si c'est une dépression très élevée ou moins élevée, à la limite, ça ne change pas énormément la donne pour moi. La personne me dit, voilà, je ne me sens pas très bien. Voilà. Donc, pour moi, je prends les échelles ou je prends ces types d'évaluation avec un peu des pinces. Et c'est quand j'ai des doutes, peut-être que je vais passer des échelles, si j'ai des doutes, voilà, des dépressions, parce que c'est pas très, très clair. La personne ne peut pas trop non plus dire, elle dit, ouais, des fois, je ne me sens pas en forme, mais il y a des... Voilà. Mais après, il y a d'autres choses qui me font penser peut-être qu'il a une petite dépression. Bon, donc je vais peut-être passer. Mais après, moi, je reste toujours avec voilà, la perception de la personne, de ce qu'elle me raconte, de l'expérience, voilà, qu'elle communique. Non. Et voilà, donc je ne Mm. passe pas énormément enfin, pour ne pas dire beaucoup d'échelles des douleurs. Ouais, ouais. Et c'est très intéressant parce que certes, ça permet de mettre en lumière certaines difficultés, mais comme tu disais, je pense que le plus important, c'est vraiment cet entretien initial et de communiquer verbalement avec la personne qui est en face de nous. C'est ça qui va nous donner le plus d'informations. Et c'est vraiment la clé. Certes, les autres mesures sont aussi intéressantes, mais le principal, et c'est intéressant d'avoir ton point de vue en tant que psy là-dessus, c'est vraiment cet entretien et cette communication orale qu'on a. C'est ça qui va nous donner le plus d'informations. Voilà, c'est ça qui va nous donner le plus d'infos à la fin. Ouais. Et avec lesquels on va travailler le mieux, en fait. Ouais. Ouais, ouais, totalement. Super. Bon, donc pour résumer globalement cette partie, on a vu que la douleur, elle était toujours réelle et que parfois, on a des difficultés à se faire comprendre et on peut avoir des remarques où on a l'impression que la personne en face de nous ne croit pas dans les douleurs que l'on a. Pourquoi? Parce que la douleur est complexe, qu'elle est invisible et que la personne en face de nous, bah, elle ne sera jamais à notre place. Et donc, si c'est un thérapeute qui n'est pas formé à la douleur, bah, il peut avoir du mal à comprendre ce qu'on vit. Et on a vu qu'il y avait des outils de communication grâce à l'outil qui permettaient un peu de mieux communiquer entre le thérapeute et le patient pour éviter ce genre de problème. Et après ça, on a vu comment on pouvait évaluer avec tant des mesures objectives que des mesures subjectives la douleur. Voilà pour cette première partie. Voilà, très intéressant. J'espère que ça a intéressé les personnes qui nous entendent, qui nous écoutent et qui nous regardent. Ouais. En tout cas, c'était très chouette de commencer l'OCIA et d'avoir déjà Ouais. cette double approche entre la psy et la C'était kiné. très intéressant. Ouais, Ouais, c'est vraiment très chouette. vraiment, voilà,
comment dire, et se relationne de façon très complémentaire et Ouais. essentielle pour moi aussi, hein, parce que ça m'intéresse énormément tout ce que tu dis par rapport aussi à toutes ces évaluations que moi je ne ferai jamais, hein, par rapport Mm, les mm, évaluations d'un kiné et voilà, ta mm, perception aussi du fonctionnement physiologique et toutes ces autres mm. choses que vous êtes beaucoup plus, voilà, vous étudiez beaucoup plus ça et donc ça m'intéresse énormément, toujours ton point de vue qui se complémente très bien au mien et voilà. Ouais, On fait ouais. une bonne équipe. Tout à fait, tout à fait. Donc, on va se retrouver pour la prochaine partie. Merci beaucoup d'avoir suivi cette vidéo jusqu'au bout et on espère qu'elle vous a aidé. Si vous souhaitez nous soutenir dans notre mission qui consiste à apporter ces informations au plus grand nombre afin de gagner en autonomie dans la gestion des douleurs et retrouver une bonne qualité de vie, n'hésitez pas à partager cette vidéo à un de vos proches à qui vous tenez et qui pourrait bénéficier de ces informations. En tout cas, on vous souhaite de bien prendre soin de vous et on vous dit à très vite.